Monsieur le commissaire, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le commissaire, on est en Europe, hein, Monsieur le sénateur, Monsieur le bourgmestre, et vous tous, membres de la Chambre ou membres du Cercle de Mérode, je vous souhaite la bienvenue pour ce déjeuner en présentiel et sans masque. Monsieur Barnier, vous nous portez chance, c'est formidable, c'est un très bon début. Lorsque Michel Troubetskoy, mon ami, m'a appelé il y a un peu moins d'un mois pour me proposer d'organiser un dîner à la Chambre de commerce France-Belgique à l'occasion de l'avenue de Monsieur Barnier, j'en ai parlé à une autre directrice générale qui m'a dit « mais il faut qu'on trouve un partenaire ». Et quel partenaire, le Mérode? Quel endroit magnifique! Je tiens à vous féliciter, Madame la directrice, pour votre efficacité et votre réactivité, d'autant qu'en plus, vous avez loué le soleil, ce qui n'est pas désagréable. Lorsque M. Barnier avait prévu de parler, son sujet tournait autour du Brexit. Les événements que nous avons connus ces derniers jours font que le sujet a légèrement évolué, en tout cas en ce qui concerne la manière dont nous allons l'aborder. Mais je lui fais tout à fait confiance, lui qui a réussi à unir l'Europe dans des circonstances beaucoup moins dramatiques, pour qu'il nous explique les voies qui s'ouvrent à elle aujourd'hui pour être unis face à des circonstances qui le sont terriblement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit, mais je pense que nous allons heureusement pouvoir le dire en flamand aussi. Goedemiddag. Het is echt een hele eer voor mij om hier voor u te staan. Meneer de commissaris, meneer de ambassadeur, de commissaris, meneer de burgemeester, meneer de senator. Maar ook al onze leden. Heel erg bedankt dat u hier tijd voor heeft gemaakt. Want zoals mijn collega zei, het is allemaal vrij snel geregeld moeten worden. Dus u heeft ook vrij snel uw agenda hiervoor moeten vrijmaken. Dank hiervoor. Ik wil ook echt onze gasten, meneer Reinders en meneer Barnier, bedanken. Want in deze zeer moeilijke tijden moet ik eerlijk toegeven dat ik het een half mirakel vind dat u hier uiteindelijk bent. Ik ben heel bang geweest dat er toch zou moeten worden afgezegd door de omstandigheden, door de situatie die wij beleven. Bij de Mérode... U weet het, wij bestaan voor en doorheen onze gemeenschap van leden. Een gemeenschap van leden die heel erg getroffen is door wat er gebeurt. Wij willen ook onze steun betuigen aan de stad Brussel, die van alles organiseert en op poten zet om de mensen zo goed mogelijk op te vangen in deze zeer moeilijke tijden. Wij willen dan ook als gemeenschap, als groep, onze steun betuigen en er ook staan voor jullie. Wij gaan ook onze leden oproepen om met ideeën en initiatieven naar ons toe te komen, zodat wij de brug kunnen vormen naar de stad. Want er wordt van alles georganiseerd. Wij gaan niet een laagje eraan toevoegen. Wij gaan gewoon onze steun geven daar waar ze het meest nodig is. Dus nogmaals een zeer warme oproep aan onze gemeenschap, aan onze leden. Als u steun kan geven in deze zeer moeilijke tijden aan het lokaal bestuur dat voor een enorme challenge staat, dan gaan wij daar zeker aan meewerken. Ik ga gewoon heel kort, et peut-être aussi en français parce que ça sera plus facile pour tout le monde, vous expliquer que nous allons maintenant prendre un premier plat. Juste après le premier plat, nous aurons le grand plaisir d'avoir M. Reinders qui introduira M. Barnier qui fera son exposé, puis nous aurons le plat, et entre le plat et le dessert, que M. Barnier prendra peut-être un tout petit peu plus tard que le reste, pour que nous tenions le timing, on aura le grand plaisir de pouvoir aussi poser des questions. Donc voilà, sans tarder, commençons à profiter de ce déjeuner, et un tout grand merci d'être venu, et je vous souhaite en tout cas de passer un très bon moment. Merci beaucoup. Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag. Ik zal misschien meer in het Frans spreken voor Michel Barnier dan in het Nederlands, maar ik ben blij om met u hier te zijn.
Non, j'ai peut-être l'occasion de vous dire quelques mots d'abord sur les moments où j'ai eu l'occasion de croiser Michel Barnier. Je ne l'ai pas connu en Savoie. Je sais qu'il est particulièrement attaché à cette région. Je ne l'ai pas connu au moment où, pendant des années, il a mis en place les équipes permettant d'avoir des Jeux Olympiques à Albertville. Par contre, j'ai suivi, comme beaucoup de Belges francophones, son parcours politique en France. On n'a pas beaucoup eu de débats en commun à cette époque. Nous nous sommes surtout croisés dans des cénacles européens. 2 fois commissaire européen, ça m'a donné l'occasion, évidemment, de rencontrer Michel Barnier dans ses fonctions. Et puis, plus fondamentalement, je dirais ces dernières années, de le voir à l'œuvre dans 2 phases du Brexit. La négociation, tout d'abord, de 2016 à 2019, et puis comment fait-on ensuite pour tenter de faire respecter ce qui a été négocié. Et je l'ai vu autour des tables du Conseil des ministres des Affaires européennes, quand je siégeais de ce côté-là, dans le Conseil, avant de le retrouver moi-même comme commissaire et toujours venant nous voir pour parler de cette situation. Je veux d'abord témoigner dans ce cas, d'abord de sa connaissance des dossiers, mais ça personne n'en doutait, depuis des dossiers aussi techniques que la pêche jusqu'aux droits des citoyens, mais surtout témoigner de la capacité qui a été la sienne de maintenir, de développer l'unité des Européens. C'est vrai que pendant la première phase, il le disait souvent, nous étions tous Irlandais. Et donc on faisait en sorte de protéger effectivement l'Irlande et les accords de paix en Irlande pendant le débat sur le Brexit. Et puis, il a tout fait pour travailler en pleine transparence. Je dois dire que comme ministre, puis comme commissaire, j'ai eu l'occasion de voir que nous recevions pratiquement en temps réel l'information. Et c'est important, quand on veut maintenir l'unité des Européens, de travailler de cette façon-là, de faire comprendre à chacune et chacun qu'il est informé ou qu'elle est informée de la même manière que les autres. Alors, comme d'autres, je pensais que c'était une crise tout à fait exceptionnelle, le Brexit, comme nous avions depuis quelque temps le débat sur le changement climatique. Je ne savais pas que nous allions ensuite entrer dans 2 années déjà de Covid. Et puis, fondamentalement, ces derniers jours, depuis le 24 février, une date qui a dû changer probablement les rapports en Europe pour une très longue période, cette agression de la Russie en Ukraine. Et on voit bien maintenant que le débat sur l'unité des Européens est un débat important. Dans le Covid, on a pu le faire à travers la recherche puis la production de vaccins. On n'avait pas de politique de santé européenne. Elle s'est installée progressivement sous la pression des faits. Maintenant, on reparle beaucoup d'une politique de défense commune, vu la situation en Ukraine. On parle aussi beaucoup de la politique de l'énergie, comment renforcer encore. Et je crois que Michel Barnier est bien placé pour tenter de tirer les leçons d'abord de ce qu'il a eu l'occasion de gérer, je pense en particulier au Brexit, mais pas seulement, dans sa carrière, mais aussi pour donner quelques perspectives sur la façon dont on va sortir de ces crises et tenter de se positionner dans un monde qui va être très différent, probablement, et notamment dans un contexte européen qui va être très différent. On sait qu'on a créé une architecture de sécurité en Europe qui n'est plus tout à fait celle malheureusement dans laquelle on vit aujourd'hui et dans laquelle on va vivre prochainement. Alors j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres choses concernant Michel, parce que j'ai même eu l'occasion de recevoir son fils pour lui permettre de comprendre comment on fait campagne dans un parti politique en Belgique aux élections européennes de 2019. Ce serait trop long d'expliquer comment les choses se passent en Belgique sur le plan politique. Et puis voilà, la dernière chose, mais c'est le hasard aussi, je ne savais pas que je le croiserais chez mon tailleur, un tailleur commun, juste en traversant la rue en face de chez moi. C'est parfois très, très étonnant également. Mais malheureusement, ces anecdotes-là, je les garderai pour une autre fois parce que la situation est beaucoup trop dramatique aujourd'hui que pour entrer dans ce genre de témoignage. Donc, Michel, je vais te demander de me rejoindre. Je pense que tout le monde attend d'entendre ce que tu as envie de dire et puis peut-être ensuite de te poser quelques questions. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est un lieu de très grande transparence, pour reprendre un mot que je trouve assez magique. Et je suis très heureux, Monsieur le Président Pernaut, de répondre à votre invitation ainsi qu'à votre invitation, Madame la directrice du Cercle de Mérode.
de revenir dans cet endroit. La dernière fois que je suis venu, d'ailleurs, certaines d'entre vous étaient là, c'était pour un club qui ne réunissait que des femmes. Hein. Et c'était un moment assez particulier aussi. Je voudrais, avant de dire un petit mot de Didier, à mon tour, donc vous remercier le président Pernaut, vous-même, Madame la directrice, et puis saluer l'ambassadeur du Maroc qui est ici, le bourgmestre Philippe Claus, qui est quelque part par là. Hein, bourgmestre. Vous êtes comme moi, vous aimez bien le sport, hein, monsieur le bourgmestre. Moi, je pense depuis très longtemps, pas seulement parce que j'ai passé 10 ans de ma vie à organiser des Jeux Olympiques, qu'un pays qui est sportif est un pays qui a le moral et qui s'en tire mieux, voilà, dans les moments difficiles. Donc, voilà. Et puis Ronan Le Gleu, qui est sénateur, qui m'accompagne, qui est ici sénateur des Français vivant à l'étranger. Voilà. Et puis merci à Michel Trubetskoy d'avoir fait le lien avec le président Pernaut pour organiser cette rencontre. Didier a rappelé la longue relation et la complicité qui existe entre nous, bien qu'on soit dans des formations politiques sœurs, si je puis dire, hein. Enfin, pas fondamentalement éloignées l'une de l'autre. Mais j'ai toujours aimé sa manière de faire de la politique de manière très claire et très directe. Il a oublié de rappeler d'ailleurs que lorsque tu étais ministre des Finances ici, tu m'as soutenu activement dans des moments importants, puisque à l'époque j'étais commissaire au marché intérieur, la première fois qu'un Français était chargé de cette fonction depuis 60 ans. Ça avait suscité beaucoup d'émotions d'ailleurs du côté de Londres à l'époque, hein, où on avait qualifié du Français l'Européen le plus dangereux, l'homme le plus dangereux d'Europe. C'était que j'étais chargé de la régulation financière. Ils n'avaient pas complètement tort d'ailleurs, mais je sais pas. Et on a bâti sur la mise en œuvre de la feuille de route du G20, à l'époque, nous étions en 2008, beaucoup de juridictions et de législation pour établir de la supervision, un peu de transparence. Et Didier m'a aidé beaucoup dans des trilogues, je ne sais pas si tu t'en souviens, sur la mise en place des 3 autorités européennes nouvelles qu'on a mis en place pour les banques, les assurances et les marchés. Moi, je n'ai pas oublié cette complicité et le rôle que joue Didier Reynders au sein de la Commission actuellement est évidemment extrêmement névralgique et important. Donc Didier, merci de cette introduction. Tu as prononcé un mot tout à l'heure que je voudrais reprendre pour introduire mon propos, qui est celui de perspective. Je pense d'ailleurs qu'il faut toujours mettre les choses en perspective, essayer de relever la ligne d'horizon. Quand on relève la ligne d'horizon, on ne supprime pas les problèmes, mais on les met dans un ordre plus relatif. Moi, j'ai constaté ça dans toutes les étapes de ma vie politique. La perspective, elle est celle de l'avenir, je vais en parler, mais elle est aussi celle de l'histoire. Et donc, je voudrais dire quelques mots de ce qui reste pour moi le plus beau projet politique à l'échelle d'un continent, qui est le projet européen, et qui est interpellé par ce qui se passe en ce moment, et de mon point de vue, conforté par ce qui se passe en ce moment. Ce projet, je veux juste dire, sans donner de leçons, parce que je n'ai aucune raison de donner des leçons, simplement, il faut avoir de la mémoire. Il est né de la guerre. Il est né de la guerre et du courage politique d'un certain nombre d'hommes, surtout des hommes à l'époque, quelques femmes. D'hommes d'État qui ont fait preuve d'un courage politique dont il faut se souvenir et s'inspirer. Bien sûr, Schuman et Monnet pour mon propre pays, mais aussi Paul-Henri Spaak, John William Bayon, De Gasperi, évidemment le chancelier Adenauer. Ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit dès 1946-1947, quelques mois de l'ouverture des camps de concentration et de ce continent ravagé qui était le nôtre, avec des images dans beaucoup de capitales qu'on retrouve aujourd'hui en Ukraine. Ils ont dit plus jamais ça.
On avait déjà dit et entendu la même phrase en 1918, et ça a recommencé. Et donc ils ont décidé d'imaginer une construction entre des États volontaires pour que ça ne se reproduise plus jamais ça. Et leur idée, que je trouve fondamentale, c'est qu'il ne suffisait pas d'avoir envie d'être ensemble, qu'il ne suffisait pas de vouloir être ensemble, être en paix, qu'il fallait que les États en question aient intérêt à être ensemble, qu'ils aient besoin d'être ensemble. Et c'est pour ça que le projet européen a été fondé sur l'économie. Le charbon et l'acier, en mutualisant, ce qui était absolument incroyable en 1950, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite le marché commun, en 1957. Ils ont commencé par l'économie. Et je pense que, quoi qu'on ait prêté comme propos à Jean Monnet, ils n'auraient pas commencé par la culture. Ils ont commencé par l'économie pour qu'il y ait cet intérêt et ce besoin d'être ensemble pour cimenter l'envie, si je puis dire. Voilà. Et c'est ce projet dont nous sommes les héritiers et qui est tellement important. Quelquefois, on me demande qu'est-ce que c'est pour vous la politique. Bon, je suis engagé, Didier l'a rappelé, depuis très longtemps. J'ai été élu, j'avais 22 ans, dans un des plus beaux cantons de France, le canton de Val d'Isère, Tignes, Les Arcs, enfin, auquel je vous invite à continuer à aller. Enfin, je vous propose de... je vous encourage à continuer à aller. J'ai été élu à 22 ans conseiller général. Depuis ce moment-là, j'ai toujours eu la même idée de la politique. La politique, c'est d'avoir des valeurs et des convictions, c'est quand même mieux. On vous confie un mandat pendant 5 ou 6 ans, on vous donne un budget à gérer, le budget de tous les contribuables, qu'ils aient voté pour vous ou qu'ils n'aient pas voté pour vous. Vous pouvez faire des lois, des directives, on dit ça à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On doit, avec tout ça, je vais le dire simplement, créer du progrès collectif. Créer du progrès collectif. Qu'à la fin de votre mandat, au bout de 5 ans, on puisse objectivement constater que la situation est meilleure qu'au début du mandat. C'est pour moi ça, l'action politique. Créer du progrès collectif. Je ne parle pas de bonheur collectif, mais du progrès. Et de ce point de vue-là, quand on se souvient des promesses initiales du projet européen, la construction de cette organisation absolument unique et originale dans le monde et dans l'histoire, qu'est la construction européenne, est, de mon point de vue, le plus beau projet politique à l'échelle d'un continent qu'on ait jamais vu. Donc c'est ça qui est en cause. Et je rappelle cette histoire parce que nous en sommes les héritiers, avec une construction politique qui comporte 2 faiblesses, sa complexité et la distance avec les citoyens, qu'il faut combattre tous les jours. La complexité, elle est liée intrinsèquement à ce que nous sommes, contrairement aux espérances de certains des pères fondateurs que j'ai cités, et de peut-être quelques autres depuis, nous ne sommes pas orientés vers un projet fédéral. Et je crois qu'on a bien fait. Sinon, on aurait atteint depuis beaucoup d'années des seuils de rejet, le seuil d'acceptabilité par certains peuples, comme on l'a vu au Royaume-Uni. Et le projet aurait explosé. Beaucoup se seraient distancés du projet. On a choisi un projet original, qui est celui, permettez-moi d'utiliser ce mot parce que je crois que c'est celui qui convient le mieux, de mutualiser. Je ne sais pas comment on dit ça en flamand, mais mutualiser le travail, la politique, une partie du destin de nos pays. Mutualiser, ça ne veut pas dire fusionner. Si on est fédéral, ça veut dire que ça fonctionne sans doute plus simplement, mais ça devient uniforme. Nous voulons une Europe unie, pas une Europe uniforme. Et donc, je veux dire, c'est une des leçons et qu'il faut toujours expliquer, l'Europe est complexe parce qu'elle respecte l'identité nationale de chacun des pays qui la composent, la langue, 24 langues, 27 États, 27 peuples, 27 nations. Il n'y a pas un peuple européen. Et je ne crois pas qu'il faut souhaiter ça.
pour que chacun des peuples, chacun des citoyens ait le sentiment qu'il peut garder ses racines et qu'on le respecte là-haut à Bruxelles. Néanmoins, c'est complexe, avec une Commission européenne dont tu fais partie aujourd'hui, qui est une institution fondamentale, qui joue le rôle du Premier ministre, collective body, et 2 chambres, la Chambre des États et la Chambre des citoyens, le Conseil et le Parlement. Ça n'interdit pas de mettre plus de démocratie dans ce système, de limiter le poids de la bureaucratie, qui existe. Moi, j'ai été à 3 reprises dans la Commission européenne et j'ai vu la compétence extrêmement forte de tous les commissaires, de tous les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, parfois en même temps que leur compétence, une forme d'arrogance qui consiste à croire qu'ils ont toujours raison. Donc, je pense qu'à Bruxelles, comme à Paris, quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est quelquefois que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Donc il faut que les politiques assument leurs responsabilités, comme les commissaires sont des hommes et des femmes politiques. Donc il faut faire attention à cette première faiblesse qui est la complexité, mais l'expliquer aussi, y compris aux citoyens qui ont une hostilité à l'égard de Bruxelles et de l'Europe, en leur disant c'est complexe parce que nous respectons les identités nationales. Et la deuxième faiblesse, c'est la distance. Parce que cette circonscription politique qu'est l'Europe, l'Union européenne, c'est la plus grande circonscription politique démocratique qu'on ait vue jamais dans le monde, avec cette diversité de composants, d'États. Et donc, il faut faire attention à la démocratie. Et il faut toujours plus de démocratie, de débat, de confrontation pour combattre la démagogie. Alors ça, ce sont les 2 faiblesse de l'Union européenne. Pour autant, ce projet reste formidable et il faut le protéger et le faire vivre. Notamment, puisque je parlais de perspective historique, plus récemment, dans l'histoire récente de l'Union européenne, 15 ans durant lesquels nous avons vécu non pas 2 crises, mais 5. Je remonte à 2008-2007. Une crise financière d'une violence inouïe. N'ayons pas la mémoire courte, en tout cas moi je ne l'ai pas, et je souhaite que les banquiers n'aient pas non plus trop la mémoire courte, qui a détruit des millions d'emplois en Europe et dans le monde, venus des États-Unis, après une longue période pendant laquelle nous avons été, nous, Européens, la Commission, les pays membres, assez naïfs pour ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres de l'Union européenne, alors que personne dans le monde ne faisait la même chose. Ni les Américains, ni les Chinois, ni d'autres. Et donc on a dérégulé, beaucoup dérégulé. Moi je suis libéral, pas moins que Didier Reynders, mais j'ai beau être gaulliste, je suis quand même libéral, mais je ne suis pas ultra-libéral. Ce qu'on a fait pendant 30 ans, ça a été une caricature du libéralisme dans beaucoup de circonstances où on a dérégulé, supprimé nos défenses, baisser la garde, et le libéralisme tel que Adam Smith l'imaginait, ce n'était pas le laisser faire et le laisser passer, c'était de la gouvernance. Il écrivait même des mots qui sont importants, qui sont rares, celui d'éthique ou de morale. Donc, et on a vu un certain nombre de banquiers aux États-Unis et ailleurs aussi agir comme si tout était permis, parce qu'on leur a tout permis, à force de supprimer les régulations, les supervisions. Donc on a rétabli tout ça. C'est ma première crise que j'ai vécue de très près, puisque je suis devenu commissaire aux services financiers en 2010 et que j'ai eu à mettre en œuvre avec toi et d'autres la feuille de route du G20 pour reconstruire une régulation la plus intelligente possible. Je ne prétends pas que tout a été parfait. Je crois qu'il y a une grande qualité dans la législation européenne, c'est qu'il y a des clauses, des review clauses, des clauses qui permettent de, tous les 5 ans d'évaluer, de corriger si on a fait des erreurs. Mais au moins, on a reconstruit cette régulation et je pense que le secteur financier est aujourd'hui plus résilient et plus solide qu'il ne l'était au début de cette crise. C'était la première crise. Je recommande de se souvenir qu'on l'a abordée sereinement et fortement, mais dans l'unité, en tirant des leçons.
La deuxième partie de cette crise, d'ailleurs, a touché à un sujet qui a failli être explosif pour nous, qui est celui de la gouvernance économique, que les ministres des Finances ont eu à gérer, puisque c'est à ce moment-là que s'est posée la question de l'explosion de la zone euro. Et il a fallu Jean-Claude Juncker et le président de la République française à l'époque et d'autres pour éviter que la Grèce ne sorte et éviter que la zone euro n'explose. Voilà le premier choc existentiel qu'on a subi depuis 15 ans, celui de la crise financière de 2008 et dont je pense que nous avons tiré des leçons. Le deuxième choc, c'est bien sûr celui du Brexit, que j'ai également connu d'assez près. C'est pas mon sujet favori, mais enfin, je ne vais pas en parler trop longtemps maintenant, mais si vous voulez comprendre le détail, je vous recommande le livre que j'ai publié. On m'a même prévu que je vais en dédicacer quelques-uns tout à l'heure, mais il vient de sortir en livre de poche, donc il est un peu moins cher. Enfin, 2 fois moins cher, ce qui est... Et néanmoins toujours aussi d'actualité, pour montrer comment on a cultivé l'unité des 27, pas contre les Britanniques, pour l'Europe. Moi, j'ai jamais eu l'idée de me battre contre les Britanniques. J'ai tellement regretté le Brexit. J'ai tellement jamais considéré qu'il y avait eu la moindre valeur ajoutée. Simplement, j'ai pas oublié ce que M. Farage m'a dit un jour dans mon bureau, à sa demande. Il était venu me voir, c'était très stimulant comme entretien. Et je lui dis à la fin de l'entretien, M. Farage, vous pouvez m'expliquer pourquoi le Brexit? Il m'a expliqué. Et j'ai une deuxième question. Comment vous voyez l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit? Comment vous voyez les choses après nos relations? Et il me répond, du tac au tac, devant témoins, Mr. Barnier, after Brexit, the EU will no longer exist. Et donc ce monsieur Farage et quelques autres, soutenus par les Russes à l'époque et par monsieur Bannon du côté américain, ils avaient l'idée, ils ont toujours l'idée de nous faire exploser, de faire exploser l'Union européenne, de l'intérieur. Voilà. Donc c'était ça son idée. J'ai jamais, malgré lui, parce que j'ai du respect pour le peuple britannique et pour ce pays, son histoire, ses dirigeants, sa solidarité, j'ai jamais mené cette négociation contre le Royaume-Uni, mais pour l'Union européenne, en évitant ce que beaucoup de Britanniques voulaient faire, c'est-à-dire le beurre et l'argent du beurre. Donc ça aurait été au détriment de l'Union européenne. Et on a cultivé. Juste un mot pour que vous compreniez l'une des clés que les Britanniques n'ont toujours pas compris dans cette négociation qui est maintenant passée, c'est que l'unanimité des 27 qui était obligatoire au terme de la négociation pour avoir un traité, il fallait les 27 signatures des 27 chefs d'État et de gouvernement et du Parlement. Cette unanimité qui est une source de faiblesse souvent dans l'Union européenne. J'aurais jamais fait la régulation financière à l'unanimité. On l'a faite parce que j'avais la clé de la majorité qualifiée sur le marché intérieur. Cette unanimité-là, dans le cas précis du Brexit, elle a été une des raisons de l'unité. Parce que, à cause de l'unanimité obligatoire, la préoccupation d'un pays membre devait devenir la préoccupation des 26 autres. Quand l'Irlande a un problème très grave, celui de la paix, les 26 sont solidaires. Quand il y a 8 pays, dont la Belgique et la France, des problèmes de pêche, les 19 autres sont solidaires. Quand l'Espagne nous dit « nous avons une difficulté à Gibraltar », les 26 sont solidaires. Et quand Chypre nous évoque les problèmes liés aux 2 bases militaires britanniques qui sont au milieu de Chypre, souveraines, terrain souverain des Britanniques au milieu de l'Union européenne, les 26 sont solidaires. Donc cette unanimité obligatoire a été le levier de l'unité. Voilà. Et moi, je l'ai cultivé par la transparence, le contact permanent. Voilà. Le Brexit reste un échec de l'Union européenne, de mon point de vue. Et ça reste au bout de la route pour les 2 parties, l'Union et les Britanniques, un lose-lose game. On a tous perdu. Donc nous avons essayé de faire de limitation de dommages et de limiter les conséquences. Mais il y a des leçons à tirer, c'est ce que j'écris dans le premier chapitre de mon livre, qui s'appelle « Warning », l'avertissement, parce que ça ne s'est pas produit par hasard.
il faut bien, mesdames et messieurs, vous êtes dans un pays que je considère comme ma deuxième patrie, où il y a des sentiments, et en France, pas loin de la frontière, dans beaucoup de régions françaises, les mêmes sentiments populaires que ceux qui ont provoqué le Brexit. Le sentiment que l'Union européenne est trop loin, qu'elle ne protège pas, qu'elle n'a pas empêché la désindustrialisation, qu'il y a une immigration que personne ne contrôle. Ces sentiments-là, il ne faut pas les confondre avec le populisme. Le sentiment populaire que je viens de décrire télégraphiquement, ce n'est pas le populisme, c'est un sentiment qu'utilise le populisme. Et il faut se méfier, parce qu'au Royaume-Uni, le populisme a gagné en utilisant le sentiment populaire. Donc nous avons intérêt à comprendre pourquoi les gens pensent ça, et quelquefois à raison, et à prendre en compte ces remarques et ces sentiments et à leur répondre. Ce que fait la Commission d'ailleurs depuis quelques années en agissant beaucoup plus fortement, je le crois, sur les sujets qui ont une valeur ajoutée évidente pour les citoyens en termes d'immigration, de contrôle des frontières, d'indépendance stratégique ou le moins de naïveté dans les échanges commerciaux. Ça, c'est la deuxième crise dont nous sommes sortis, non pas indemnes, plus faibles qu'avant, puisque les Britanniques nous ont quittés, mais tout de même en ayant préservé l'unité des Européens. Entre les deux crises que je viens d'évoquer, il y en a une autre qui a failli faire exploser l'Union européenne et qui laisse des traces, c'est la crise migratoire liée à l'Irak et à la Syrie, avec des divisions très très graves entre l'Est de l'Europe et l'Ouest. Nous les avons surmontées dans une forme d'ambiguïté, mais je recommande de ne pas oublier aussi, parce que je peux dire, ayant beaucoup visité tous les pays d'Europe centrale, et pas seulement la Hongrie, qu'il y a un sentiment d'identité nationale et un sentiment à l'égard d'une immigration non contrôlée qui peut laisser des traces. La troisième crise, c'est celle du Covid, qu'on a abordée un peu dans le désordre, de manière non pas étonnante, parce que cette crise, personne ne l'avait anticipée, mais sans avoir prévu que l'ensemble de l'économie pouvait être mise à plat par un virus. Et la réaction, là aussi, au-delà de ce qu'on a fait pour la protection civile, la santé, la recherche, le plan de relance décidé par les 27, pour la première fois, un peu dans l'esprit du plan Juncker, pour la première fois, les 27 ont emprunté ensemble pour investir ensemble, en mutualisant leurs dettes. Et je veux dire que ça, c'est un progrès majeur pour l'Union européenne. Majeur. Maintenant, il faut que cet argent qui est là, qui n'est pas complètement dépensé, soit bien utilisé rapidement. Et moi, je pense personnellement, peut-être que je suis en désaccord avec le président de la République française sur cette question pour l'instant, je pense que cet argent pourrait être, pour la partie qui n'est pas utilisée, être utilisée pour faire face à la crise ukrainienne en partie, et notamment à la crise énergétique. Là aussi, nous avons subi ce coup. Et puis, on arrive au 24 février, qu'a évoqué Didier Reynders, qui est pour moi, et pour l'Union européenne surtout, un wake-up call. Hein. Voilà. Je pense que ce jour-là, s'est produit quelque chose qui est aussi important que ce qui s'est produit en 90-91, avec la chute du mur de Berlin et l'avènement à la démocratie de tous les pays d'Europe centrale et orientale, ou baltique. Voilà. Et donc, ce wake-up call, nous y sommes. Il est clairement comme un réveil géopolitique de l'Union européenne. Et ses conséquences sont innombrables. Et je pense qu'elles sont durables. Et c'est de cela que je voulais parler en ayant évoqué la perspective historique du projet européen, histoire récente ou plus lointaine, dont il faut avoir la mémoire. Je voudrais évoquer la perspective qui est devant nous plus rapidement et de manière télégraphique. Ce réveil géopolitique qui me permet de dire que je crois que pour l'Union européenne, plus rien ne sera comme avant, sur beaucoup de sujets sur lesquels notre capacité d'agir ensemble est testée, et pour l'instant testée de manière positive. Un sujet improbable, mesdames et messieurs, qui est celui de la sécurité et de la défense.
On avait, avec M. Juncker et Mme von der Leyen, déjà commencé timidement les premières étapes où la Commission européenne s'est occupée de défense, ce que les gouvernements ne voulaient pas voir. On a créé un fonds européen de défense d'investissement de 9 milliards. C'est la première fois que le budget européen finance des dépenses stratégiques et de défense. On a créé une coopération structurée. Ce qui vient de se passer, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, démontre que tout en étant dans l'OTAN, et nous y sommes, sans hésitation et sans ambiguïté, nous devons être capables de nous défendre par nous-mêmes, parce qu'il apparaît bien que ce que nous ne ferons pas pour nous-mêmes, d'autres ne viendront pas le faire pour nous, à notre place. Et donc je recommande vivement qu'on tire cette première leçon de la crise sans attendre, et on la tire. Vous savez que les armes défensives qu'on envoie en Ukraine sont gérées par la Commission européenne et financées par ce qu'on appelle une facilité de paix, un budget spécifique qui avait été attribué à la Commission. Et donc, au-delà de l'urgence et de la conjoncture, il faut qu'on mutualise davantage les programmes de recherche, les programmes de coopération industrielle, quelles que soient les difficultés. Il faut qu'on évite les duplications, mesdames et messieurs. Quand vous regardez les différents matériels militaires que nous produisons, que nous achetons, que nous utilisons en Europe, on observe des duplications qui sont insensées. Le nombre de chars, le nombre de frégates, de fusils qu'on a en Europe, alors qu'il y a un seul modèle aux États-Unis, nous devons mutualiser, dépenser mieux, parfois dépenser moins, en agissant et en construisant ensemble. Être capable de projeter des troupes volontairement. Et de ce point de vue-là, l'électrochoc que j'évoquais du 24 février produit ses effets. Vous le voyez au Danemark, vous le voyez en Finlande, vous le voyez en Suède par rapport à l'OTAN, et vous le voyez évidemment dans les décisions du nouveau chancelier allemand, M. Scholz, qui sont extrêmement historiques et importantes, s'agissant du budget de défense de l'Allemagne. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces budgets qui ont augmenté ? Et il y en avait besoin dans beaucoup de pays pour remettre à niveau la Bundeswehr et d'autres armées. Qu'est-ce qu'on fait de ce supplément ? Est-ce qu'on est capable de mettre ce supplément dans des programmes communs, mutualisés, comme je viens de vous le dire, et mettre en œuvre aussi une forme de préférence européenne pour défendre notre industrie ? C'est ce que je souhaite. Mais il n'y a pas que la défense qui est interpellée par cette crise du 24 février, la guerre actuelle. Il y a aussi évidemment la question énergétique. Et de mon point de vue, elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus durable en termes de leçons, parce que nous allons devoir découpler notre économie de l'économie russe. La Commission, Didier le dirait mieux que moi, vient de faire des propositions. Elles sont discutées en ce moment même. Elles l'ont été ce matin par les chefs d'État et de gouvernement et hier à Paris, plus exactement à Versailles. Nous devons découpler notre économie énergétique, nos approvisionnements de la Russie en termes de gaz, de pétrole. Voilà. Et peut-être même faire attention à notre dépendance à l'égard de l'Ukraine, selon ce qui va se passer en Ukraine. On me disait hier que le gaz néon, dont on a besoin, par exemple, pour les semi-conducteurs qui se trouvent dans tous les portables, les iPads, les machines à laver, enfin, il y a plein d'endroits où il y a des semi-conducteurs. On a besoin de gaz néon qui vient, pour l'essentiel, d'Ukraine aujourd'hui. Je pourrais donner un autre exemple très différent, qui est l'huile de tournesol, dont l'Ukraine est le principal producteur. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans ce basculement de l'économie né de cette guerre, de ce wake-up call, de cette obligation de lucidité qui est maintenant la nôtre, en tant que dirigeants et citoyens européens, il y a l'obligation de réduire nos dépendances à l'égard de la Russie, et peut-être pas seulement à l'égard de la Russie. Et je pense que
l'examen qu'il faut faire, c'est, à travers ce basculement, de voir où sont nos dépendances qu'il faut réduire ou diversifier et où sont les obligations d'indépendance pour l'Union européenne. Dans quel secteur stratégique nous devons retrouver par notre effort notre indépendance. Voilà. C'est le deuxième aspect du wake-up call que j'évoque. Le troisième, qui n'était pas seulement conjoncturel, c'est celui de l'afflux des réfugiés. Nous sommes dans un pays d'une quarantaine de millions d'habitants qui est en train d'être détruit systématiquement par M. Poutine, un peu dans l'esprit de ce qu'il a fait, si je puis dire les choses comme ça, en Tchétchénie et à Grozny, en démolissant et en créant la terreur, en bombardant des maternités, des hôpitaux, en tuant des civils. Il faut se préparer à un accueil qui n'est pas de quelques centaines de personnes. Nous parlons de plusieurs millions. Il y a déjà 2 millions. Hier, je discutais avec M. Tusk, l'ancien Premier ministre polonais, qui a été président du Conseil européen, qui me disait que c'était 2 millions de réfugiés qui sont arrivés en Pologne. 2 millions. Et donc, on va probablement assez vite arriver à 4 ou 5 millions de personnes que la Pologne ne peut pas garder chez elle en totalité. Donc, il va falloir se préparer dans l'urgence, dans l'action humanitaire et aussi peut-être en le plus long terme à l'accueil de ces réfugiés dont on dit que le coût est de 10 000 euros par personne. Voilà. Donc vous faites le calcul. Voilà les quatrième sujet que je vais évoquer lié à l'électrochoc, qui est un sujet auquel je reste attaché parce que j'étais le ministre de l'Agriculture de la France et j'ai présidé le Conseil des ministres européens en 2008, c'est celui de notre indépendance alimentaire, qui est aussi révélée par cette crise et qui me permet de dire, peut-être en débat avec la Commission et le vice-président M. Timmermans, que je ne suis pas favorable à une forme de décroissance qui est plaidée ici à propos de l'agriculture sous le prétexte qu'il faut diminuer la pollution. L'idée ici un peu simple et rhétorique, c'est de dire il faut polluer moins dans l'agriculture. Je suis d'accord. Mais la suite de la phrase, c'est de dire pour polluer moins, il faut produire moins. Et moi, je pense qu'on peut et qu'on doit produire plus en polluant moins. Et ça passe par un effort de recherche massif qu'il faut financer. Mais je recommande que cette leçon aussi soit tirée de cette guerre entre les deux pays qui sont les deux pays principaux producteurs de céréales du monde, la Russie et l'Ukraine, et ça a des conséquences durables sur le coût de l'alimentation, des farines, mais aussi de tous les aliments pour animaux. Et donc, on va voir dans la vie quotidienne cette augmentation se répercuter sur les prix à la consommation. Et donc, nous avons une réponse qui est d'encourager l'agriculture européenne à produire plus et également à produire mieux en polluant moins. Voilà, je suis sûr que c'est possible. Voilà. Il y a 4 défis que je viens d'évoquer trop rapidement, j'ai déjà été trop long, qui sont les conséquences de cet électrochoc. Voilà. Au moment du Brexit, j'ai beaucoup montré, mais je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, un schéma que M. Cameron, vous vous souvenez de M. Cameron, il y a un homme politique français que j'ai toujours respecté, qui était un homme d'État de gauche, qui s'appelait Pierre Mendès France, qui avait écrit un jour « Ne jamais sacrifier l'avenir au présent ». Et là, vous avez un Premier ministre britannique qui a exactement fait le contraire. Donc, il a sacrifié l'avenir de son pays à son présent personnel. On a vu le résultat. M. Cameron, à l'époque, il plaidait quand même pour l'Europe et il avait publié un tableau. Et je voudrais simplement que vous reteniez au moins ce message-là de cet exposé qui montrait les 10 pays économiquement les plus importants dans le monde tous les 10 ans, de 2010 à 2050. Tous les 10 ans, le G10. Dans le G10, en 2010-2020, il n'y a plus que 4 pays européens. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. La Belgique n'y est pas. Mais ce
qu'observe ce tableau, ce qu'il montre, selon la probabilité de l'évolution économique de toutes les puissances et des autres pays du monde, aucun ne nous attend, mesdames et messieurs. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Parfois, on nous espère encore, plus personne dans le monde ne nous attend. L'évolution montre que tous les 10 ans, il y a un des 4 pays européens qui reste, qui est éjecté du tableau. Et en 2050, selon ses probabilités ou ses prospectives, l'Allemagne seule est 9e et sur la voie de la sortie. Et nous sommes, les autres, tous sortis. Tous en dehors de la table où s'organise durablement l'ordre ou le désordre du monde. En dehors des pays qui sont, pour la plupart, des États-continents. Des pays qui ont une telle taille, de telles ressources, une population suffisante pour être à la table, sans demander la permission, et décider ce qu'ils veulent, dans le bon ou le mauvais sens. Notre question à nous, c'est belges, français, c'est comment on est à cette table ? Comment on participe à l'ordre ou au désordre du monde ? Comment on défend nos intérêts, nos valeurs, nos idées ? Voilà. Et mon message, simplement, il est, revenant au début de mon propos, de dire que ce n'est pas une option à ce stade d'être européen. C'est une obligation d'être européen, en plus d'être patriote, en plus d'être belge, en plus d'être français. Je dis bien en plus, pas à la place de, en plus. C'est une obligation. Et je suis convaincu que cette crise extrêmement grave, cet électrochoc, ce wake-up call, ce changement géopolitique dans lequel nous sommes, j'espère que cette guerre ne durera pas trop longtemps, qu'on peut en parler à travers les questions, on trouvera le moyen d'une sortie politique le plus rapidement possible. Cette guerre, elle change durablement les choses pour nous et pour le courage politique dont les dirigeants européens ont besoin. Moi, je me suis engagé en politique en admirant le général de Gaulle à l'époque. Il y a d'autres grands hommes d'État que j'ai cités, mais de Gaulle, Adenauer en Allemagne ou Churchill au Royaume-Uni, je suis sûr d'une chose, c'est difficile de les faire parler, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils feraient aujourd'hui autant de discours sur l'indépendance de l'Europe que sur l'indépendance nationale de leur pays. Voilà ce que je pense, parce que c'est le bon niveau. Et je veux dire ma conviction que ce projet européen, tel qu'il a résisté aux 5 crises que j'ai évoquées depuis 15 ans, est là devant un moment de vérité et que c'est le moment pour nous, citoyens ou acteurs, à quelque niveau que ce soit, et quelles que soient nos idées, de porter ce message. Parce que sinon, nous sommes foutus. Voilà ce que je pense, pour résumer les choses. Et moi, je ne me suis pas engagé dans l'action publique pour que mon pays ou que l'Union européenne soit sous-traitant ou sous influence des Chinois, des Américains ou des Russes. Merci de votre attention. Excusez-moi, je sais que quelques-uns d'entre vous mangent encore, mais comme nous avons M. Barnier et qu'on va en profiter quand même pour pouvoir poser quelques questions, je vous propose de lancer le Q&A. Je vais vous passer le micro. Il y a Julie ici dans la salle qui peut faire passer le micro. Voilà, vous levez la main. Dank u wel. Bien, Michel, tout à l'heure, tu as parlé de perspective. Je voudrais que tu nous dises, c'est une question très très simple, quelles sont les options politiques d'une sortie de crise avec l'Ukraine, avec la Russie? En effet, une question très simple. Chers amis, le préalable, c'est le cessez-le-feu. Il n'y a pas de sortie politique de crise. Politique, ça veut dire diplomatique, ça veut dire négociation. Si les bombes continuent à détruire des vies et des maisons. Donc, au moment où nous sommes, ce dont parlent les chefs d'État européens en ce moment,
c'est de créer le rapport de force le plus fort, le plus dur possible, pour que M. Poutine se dise que c'est son intérêt, ayant occupé solidement la partie est et sud de l'Ukraine, de cesser le feu et de se mettre autour d'une table. Après, l'idée, une fois le cessez-le-feu obtenu, et il ne faut pas que ça soit pour 24 heures, il faut que ce soit un cessez-le-feu durable, la sortie de crise dans laquelle tout le monde doit sortir par le haut, c'est, de mon point de vue, une conférence organisée de manière professionnelle en Europe sur la future architecture de sécurité du continent et remettre à plat tout ce qu'on avait fait dans les décennies précédentes avec l'OSCE, etc. Donc avoir une conférence où on évalue tous les changements intervenus depuis les accords de Paris, d'Helsinki, qu'on mette à plat les accords sur le désarmement, sur le nucléaire, et qu'on voit les garanties de sécurité qui peuvent être données à la fois par les Occidentaux à M. Poutine et par M. Poutine aux pays de la région, pour leur propre intégrité territoriale. Donc tout ça sont des sujets qui doivent être à l'agenda d'une conférence. Je ne vois de sortie de cette crise qu'à travers une conférence internationale entre Européens et Russes, probablement avec quelques autres pays, dont la Turquie, et puis les Américains n'étant pas très loin, si je puis dire, voilà, sur la nouvelle architecture de sécurité en Europe. Et nous n'y sommes pas aujourd'hui. Il faut, le préalable, c'est l'arrêt des bombardements, c'est ce qu'on appelle un cessez-le-feu. Je vous en prie, monsieur. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Jean-Luc Laffineur, avocat au barreau de Bruxelles et de Paris. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué justement le besoin la nécessité de mutualiser au niveau européen. Alors nous avons les institutions de l'Union européenne, mais nous savons également qu'elles fonctionnent difficilement. Parfois, il faut souvent l'unanimité. Et par exemple, le projet sur la défense n'a pas pu se faire justement à cause de ça. Dans quelle mesure vous pensez ou ne pensez-vous pas plutôt que les coopérations renforcées seraient un moyen pour aboutir à certains projets? Et également les traités bilatéraux, puisque nous avons par exemple le traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne, mais également le traité du Quirinal qui a été récemment signé entre la France et l'Italie. Ne pensez-vous pas que ces traités bilatéraux pourraient servir de moyen pour avancer dans une Europe en parallèle à celle de l'Union européenne, mais qui finalement aboutirait au même résultat, une certaine mutualisation? Oui et non. Rien n'interdit dans le cadre du traité actuel de faire tout ce que vous avez dit. Rien. L'Union européenne n'interdit pas, n'encourage pas d'ailleurs, mais n'empêche pas du tout des pays bilatéralement de coopérer. Vous n'avez pas d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne, le Quirinal entre l'Italie et la France. On a même un accord Lancaster House avec le Royaume-Uni en matière de défense. Il y a plein de traités bilatéraux selon l'histoire, la culture, la proximité, la complicité entre tel ou tel pays dans l'histoire. Enfin, il y a plein de raisons de coopérer bilatéralement. Vous avez en matière de défense l'OTAN aussi, qui concerne la plupart, mais pas tous les pays de l'Union européenne, puisque beaucoup de pays de l'Union, enfin plusieurs pays de l'Union ne sont pas dans l'OTAN. L'Autriche, l'Irlande, la Finlande ou la Suède notamment. Je ne crois pas que ce soit la règle de l'unanimité qui ait empêché des progrès en matière d'Europe de la défense. C'est la volonté politique. Cette politique de la défense, elle doit se gérer à l'unanimité, monsieur. Parce que quand on parle de défense, on parle d'armées, de soldats, d'hommes et de femmes qu'on envoie sur un front avec le risque de se faire tuer. Je crois que cette décision-là ne peut pas être mutualisée. La décision pour un pays, un gouvernement, un chef d'État de gouvernement d'envoyer des soldats de son pays sur un front extérieur ou parfois intérieur avec le risque d'être tué, c'est une décision qui doit être prise
par l'autorité légitime du pays. Hein. Voilà, je pense ça. Donc, mon opinion, c'est qu'on n'est pas prêt de renoncer à l'unanimité sur les questions de défense. Mais ce n'est pas cette règle d'unanimité qui a empêché des progrès, c'est la volonté politique qui a manqué. Et notamment le fait que beaucoup de ces pays, jusqu'à une date récente, trouvaient très confortable le parapluie américain, ou ce qu'ils croyaient être encore le parapluie américain. Jusqu'au moment où M. Obama d'abord, puis M. Bush, puis M. Bush, puis M. Obama, et puis M. Trump déclarent America First et fassent le grand virage des États-Unis vers la Chine et vers l'Asie. Moi, je pense qu'il faut préserver l'OTAN, réformer l'OTAN, être dans l'OTAN, mais se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se feront pas si nous ne les avons pas nous-mêmes. Hein. Voilà. Et si je parle de défense, je remonte un peu en arrière à un texte qui est pour moi le texte fondateur en matière de défense européenne, qui est un texte qu'on appelle le texte de Saint-Malo, entre M. Chirac et M. Blair, Tony Blair. Et dans ce texte, il y a deux mots qui sont mis ensemble et qui caractérisent de mon point de vue ce qu'il faut faire, une défense européenne autonome et solidaire. Autonome et solidaire. Donc nous sommes dans l'OTAN, avec un pilier européen de l'OTAN qui doit être absolument plus crédible et plus fort, donc un effort de défense budgétaire. Mais il arrivera des situations, il y en a eu, où l'OTAN ne voudra pas intervenir, ou ne pourrait pas intervenir, et où nous aurions, nous, besoin d'intervenir. Et il faut être capable de le faire de manière autonome, voilà, sans être privé de moyens. Donc c'est autonome et solidaire. Donc voilà, je pardonne ma réponse un peu longue, mais à défaut de pouvoir agir à l'unanimité, à 27, pour toutes les raisons que je viens de dire, parce qu'on revient de très loin et d'endroits différents dans les 27, hein, nos histoires ne sont pas les mêmes. Mon opinion, c'est que la coopération renforcée, qui est dans le traité, est le bon outil. Et en matière de défense, monsieur, ça s'appelle la coopération structurée. Voilà. J'avais moi-même, quand je participais à la rédaction de l'ancienne Constitution européenne, dont on retrouve cette partie-là dans le traité actuel, j'avais moi-même voulu faire une différence entre ce qu'on fait pour le brevet européen ou pour le divorce, par exemple. On a fait des coopérations renforcées parce que les 27, les 28 n'étaient pas d'accord à l'époque. En matière de défense, on appelle ça la coopération structurée. Et ça, c'est une bonne formule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous sur la même route, la route de la construction européenne que j'ai évoquée tout à l'heure. Plus on est nombreux, plus c'est difficile d'avancer à l'unanimité. Vous avez raison. Donc on risquait d'avancer avant tous ces électrochocs, d'avancer au pas du pays le moins pressé. Il y en a quelques-uns. Donc on permet à un groupe de pays de partir en éclaireur sur la même route. Personne ne peut les empêcher de partir et personne n'est interdit de rejoindre ce groupe plus tard. Voilà. C'est ça la coopération renforcée. Et c'est, de mon point de vue, la bonne méthode en matière de défense ou dans d'autres domaines où il est difficile d'avancer à 27. Voilà. C'est pour ça que je crois qu'on peut faire beaucoup de choses dans l'Union sans changer les traités aujourd'hui. Voilà. Je vous en prie. Hein. Vous avez parlé des valeurs du sport tout à l'heure. Vous êtes un sportif. Oui, enfin... Vous avez été à la base des Jeux Olympiques d'Albertville, vous en avez parlé tout à l'heure avec Jean-Claude Clie. Vous continuez à skier, vous habitez en montagne. Oui. Que pensez-vous des Jeux Olympiques en Chine? Bon, je pense que ces moments, tous les 4 ans, hiver, été et aussi... Ils ont lieu en ce moment, les Jeux paralympiques, hein, où on met des gens jeunes, des jeunes gens, des jeunes femmes ensemble dans la compétition sportive avec des règles du jeu, du fair play, de belles images, des émotions,
parfois aussi des tristesses ou des déceptions. Je pense que ces moments-là doivent être préservés. Et quand on peut déplacer un tel événement dans un pays autoritaire comme la Chine, c'est mieux que d'isoler ce pays, voilà ce que je pense. Et donc, les valeurs fondamentales de l'olympisme, c'est ça, c'est la paix, c'est la compétition fraternelle avec des règles du jeu, c'est une ouverture aussi. Hein. Et même si ces pays sont très fermés, très autoritaires, c'est toujours mieux de... Bon, là, la question du Covid les a fermés encore plus que d'habitude, hein, si je peux dire, puisque les gens avaient des contraintes très, très sérieuses pour circuler, pour communiquer, mais je pense que c'est positif, voilà, et qu'il faut préserver ces moments en Chine ou ailleurs. Et je ne suis pas partisan du boycott de ces événements-là. Comme vous le savez, les prochains Jeux d'été auront lieu à Paris. Hein, voilà. Bonjour, je suis Éric Hollander et je suis europhile. Mais cette question et votre réponse m'amène à une autre question qui est, je voulais entendre votre point de vue sur le boycott par rapport à l'invasion russe en Ukraine. Vous savez qu'un nombre très impressionnant de marques, par exemple, quittent la Russie. À part les marques françaises, elles sortent presque toutes. Il y a quand même une invitation mondiale à boycotter. Il y a les sanctions financières et puis participent à tout cela voilà, un certain nombre d'organisations internationales, de grandes marques, etc. Et j'entends pourtant que vous dites qu'en Chine, finalement, c'est souhaitable qu'il y ait dans un pays autoritaire un rendez-vous tel que celui des Jeux Olympiques. Ça m'a donné envie de vous entendre sur l'invitation aux sanctions économiques et au boycott en Russie, dont souffre évidemment le peuple russe. Mais probablement ma réponse aurait été différente et celle du CIO, du Comité olympique international, différente si les Jeux avaient été fixés à Moscou et que quelques semaines avant, la Russie aurait déclenché cette guerre. Ça, on ne va pas aller faire des Jeux olympiques dans un pays qui est en guerre avec son voisin. Ça, je veux dire, c'est autre chose. La situation en Chine n'est pas celle-là, quelles que soient les atteintes aux droits des citoyens ou des Ouïghours. Je pense que les Jeux, c'est un événement positif d'ouverture avec des règles. Et pendant 15 jours, on implante cet événement dans un pays. Ça ne peut pas faire de mal, sauf situation exceptionnelle comme celle d'une guerre. Je mets cette situation de côté. Ou situation exceptionnelle aussi, on l'a vu à Tokyo avec le Covid. Hein. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que pour provoquer le cessez-le-feu, il faut le rapport de force européen et occidental le plus puissant possible. Voilà. Alors après, pourquoi ces entreprises, McDonald's et d'autres, ferment leurs magasins, leurs restaurants, leurs boutiques? Il y a une volonté de participer au boycott. Il y a aussi des conséquences très directes sur les flux financiers, sur le fait d'être exclu de SWIFT. Ça provoque aussi beaucoup de perturbations dans le système des entreprises qui commercent et qui ont besoin d'être payées ou de payer. Donc il y a aussi des conséquences mécaniques de décisions globales qui sont prises comme la suppression de l'accès à SWIFT. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'il faut que la Russie sente en profondeur et en réalité les conséquences de sa décision de faire la guerre. Sans état d'âme, même si nous savons que nous avons à payer une partie de ces conséquences. Je vous en prie, il y avait une question ici. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous pensez que proclamer vraiment la neutralité de l'Ukraine et surtout agir en conséquence pourrait être une solution au conflit actuel. C'est un pays qui se déclare neutre. Je pense qu'aucune question
sauf celle de l'intégrité territoriale, ne sont des questions taboues, voilà, dans une conférence comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Et notamment pas une autre question qui n'est pas directement celle de la neutralité, parce que là, vous franchissez une étape de plus, qui est la question de la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Je pense que cette question n'est pas du tout prioritaire, de mon point de vue. Je pense qu'elle doit être une question, et même une question clé, puisque c'est une des raisons majeures pour lesquelles M. Poutine dit qu'il a déclenché la guerre. Hein. Sans raison, puisque l'adhésion de l'OTAN n'était pas du tout actée. Mais il y avait cette perspective offerte à l'Ukraine, malgré la réserve de Mme Merkel et de M. Sarkozy en 2008. Hein. Les deux pays que France et Allemagne avaient marqué une réserve sur cette perspective. Les Américains avaient poussé vers cette perspective-là. Moi, je pense que ce n'est pas du tout une priorité et qu'on peut assurer la stabilité du continent européen, donner à l'Ukraine, à la Géorgie, à la Moldavie et à d'autres des garanties de sécurité dont on a besoin sans être membre de l'OTAN. Voilà. Je vous en prie. Il n'y aura pas de questions taboues dans une conférence sur la sécurité en Europe. Merci. Du coup, pour rebondir, moi, c'est par rapport à l'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie ou de la Moldavie à l'Union européenne. Quelle est votre sentiment là-dessus ? Mon sentiment, c'est que c'est celui des dirigeants européens tel qu'il a été exprimé hier au Conseil européen. Il ne faut pas faire de fausses promesses. Il ne faut pas donner des espoirs qui seront déçus. Et quand on entre dans l'Union, on n'entre pas dans une association, dans un club. Hein. On rentre dans un écosystème démocratique, économique, politique, global. Hein. On n'entre pas dans un supermarché seulement, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Le marché unique, je le dis souvent, ce n'est pas une zone de libre-échange. On a une zone de libre-échange avec l'Ukraine. Hein. On a fait un accord d'association avec eux extrêmement ambitieux et ouvert. Appliquons-le. C'est une première étape. Après, vous avez Didier Reynders, qui a dû nous quitter, le dirait mieux que moi, puisque c'est sa responsabilité au sein du collège des commissaires. Vous avez des règles de droit, vous avez la lutte anticorruption, vous avez des tas de conditions que nous obligeons les pays membres de l'Union, des pays qui veulent adhérer, à respecter et à se mettre en ordre. Donc, nous avons offert cette perspective. L'Ukraine est clairement un pays qui est dans l'Europe, sur le continent. De mon point de vue, elle doit avoir la perspective d'adhérer un jour, mais ne faisons pas de promesses en disant qu'on va leur donner un raccourci, qu'ils vont adhérer en 15 jours. Ce n'est pas sérieux. Hein. Ce n'est pas sérieux pour eux et pour nous. On a un accord d'association extrêmement puissant. M. Poutine a trouvé même qu'il était trop ambitieux. Appliquons-le, respectons-le, renforçons-le. Voilà ce que je veux dire. Et ça vaut pour les autres pays qui un jour commenceront leur parcours vers l'adhésion. Hein. Commencer le parcours, d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on adhère là en un matin non plus, ça peut durer très longtemps. Hein. Monsieur Barnier, vous avez dit que l'Europe avait sans doute fait des erreurs qui avaient amené le UK à quitter. Qu'est-ce que l'Europe a appris, a changé pour éviter que d'autres ne quittent et pour éventuellement même faire revenir le UK à un certain moment? Oui, ça, c'est pas demain matin. Hein. Enfin, avec les dirigeants actuels du UK, en tout cas. Mais sur ce point-là, la porte est ouverte. Hein. La porte est ouverte pour le UK de revenir comme membre de l'Union, ou à défaut, une porte que moi je n'ai jamais fermée dans les négociations, en comprenant qu'ils veuillent quitter, qu'ils aient décidé de quitter l'Union, c'était de rester ou dans le marché unique, comme la Norvège. La Norvège est dans le marché unique, mais elle n'est pas dans l'Union, ou de rester à défaut dans l'Union douanière. Et si je vous dis ma conviction personnelle, je l'ai souvent exprimée à des Britanniques que je rencontrais à titre privé, je n'ai jamais compris, je ne comprends toujours pas comment, du strict point de vue de l'intérêt économique du Royaume-Uni, ils n'ont pas décidé de rester dans l'union douanière avec nous. Hein. Je n'ai toujours pas compris. Hein. Si c'est pour négocier tout seuls leurs accords commerciaux
avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, je ne vois pas l'intérêt. Je vois au contraire beaucoup d'inconvénients à ne plus être dans ce grand marché qui négocie au nom de 500 millions, de consommateurs, de 22 millions d'entreprises avec la Chine ou le Mercosur, par exemple. Ça, je voyais l'intérêt. Et ils auraient pu être dans l'union douanière tout en étant sortis de l'Union européenne. Et bon. Mais ce n'est pas la seule chose que je n'ai pas comprise. Alors, si vous me faites l'amitié de lire le livre que j'ai publié, c'est une deuxième annonce au cas. J'ai des instructions de mon éditeur Non, je plaisante. Vous y verrez ce premier chapitre où j'ai essayé de chercher, de décrire ce que j'avais compris des raisons du Brexit. Au-delà d'un problème qu'en France on connaît bien, qui est cette démagogie permanente de dire que c'est la faute de Bruxelles, tout ce qui va mal c'est Bruxelles, tout ce qui va bien c'est le gouvernement, il y a eu, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des régions britanniques très nombreuses et pauvres, un sentiment d'abandon, le sentiment que l'Europe n'avait pas protégé l'industrie locale contre les risques ou les conséquences de la mondialisation. Et donc des régions entières où plus rien ne bouge, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus d'avenir. L'émigration non contrôlée, et là on a eu affaire à une démagogie incroyable des Brexiteurs qui ont délibérément mélangé l'émigration venue de pays tiers, de la libre circulation venant de pays de l'Union européenne. Le paradoxe incroyable au Royaume-Uni, c'est que c'est eux qui ont fait venir 800 000 personnes de Pologne. 800 000. Alors qu'ils n'étaient pas obligés, puisque quand la Pologne a adhéré, il y avait une clause de transition de 7 années, pendant laquelle on n'était pas obligé d'appliquer ni la France, ni la Belgique, ni d'autres, ni le Royaume-Uni, la libre circulation. Les deux pays qui n'ont pas voulu appliquer cette clause de transition, c'est le Royaume-Uni et l'Irlande. Et au Royaume-Uni, ils ont fait venir 800 000 Polonais, pour ensuite attaquer les mêmes Polonais en disant ils sont trop nombreux, ils nous prennent notre travail. C'est là-dessus que M. Farage a fait campagne, avec cette affiche insensée que j'ai mise dans mon bouquin, où on le voit devant une route remplie de réfugiés syriens, et en confondant délibérément la libre circulation interne à l'Europe avec l'émigration venue de pays tiers, d'Afrique ou d'ailleurs. Donc, les conséquences agricoles, les conséquences industrielles, l'émigration, la bureaucratie. Voilà le constat que j'ai fait, qui a créé ce sentiment populaire que j'ai évoqué tout à l'heure, utilisé par le populisme. Alors, mon opinion, c'est que depuis le Brexit, qui a été un premier électrochoc grave, parce que c'est un échec de l'Union européenne, on a commencé à mettre davantage l'accent sur des politiques qui ont une valeur ajoutée visible, crédible, réelle pour les citoyens. Donc moins de naïveté dans nos échanges commerciaux, le contrôle des frontières, M. Juncker, que j'ai souvent cité, et dont j'ai eu l'honneur d'être le collaborateur. M. Juncker a mis en place pour la première fois la création d'un corps de 10 000 gardes frontières et gardes-côtes. Pour Frontex, il faut accélérer le recrutement parce qu'on va en avoir besoin, peut-être même plus que ça. Les premiers efforts qu'on fait pour la défense, la sécurité intérieure, pour les actifs stratégiques européens, l'investissement qu'on fait dans le plan de relance sur les secteurs majeurs de l'économie européenne, tout ça, ce sont des réponses précisément, je crois, au sentiment populaire d'abandon qui s'est exprimé au Royaume-Uni. Voilà. Mais il faut rester vigilant. Moi, j'ai eu l'honneur de gérer pendant 5 ans un événement improbable, le Brexit. Même ceux qui le voulaient, même ceux qui l'ont voulu et qui ont fait campagne, M. Farage ou M. pensaient que ça ne se produirait pas. 48 heures avant le vote, les deux ont dit différemment, dans 2 endroits différents, à un journaliste que je connais, on est à 48 heures de vote, mais ça ne passera pas. Et c'est passé. Donc il faut faire attention aux événements improbables qui peuvent se produire. Donc je recommande, tout en gérant les conséquences des autres crises, et notamment de celle-ci ou du Covid, de ne pas oublier les raisons fondamentales pour lesquelles ce grand pays a quitté l'Union européenne.
il est toujours le bienvenu s'il veut revenir. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre la question. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ce prétexte, cher, je n'ai pas noté votre prénom. Isabelle, c'est un très beau prénom, c'est celui de mon épouse. Donc, chère Isabelle, Monsieur le Président François, beaucoup de bien de venir répondre à votre invitation parce que ça m'a donné un bon prétexte pour me sortir de la campagne présidentielle française. Voilà, merci à vous. Monsieur le... Pardon. Non, allez-y, je vous en prie. C'est sûr? Oui. Donc, en français, c'est moi. Ce n'est pas en flamand, moi. Monsieur le commissaire, monsieur Barnier, bien entendu, je voulais vous remercier. Vous remercier, bien sûr, pour le temps et l'attention que vous venez de nous consacrer, mais surtout pour vous remercier du message que vous venez de nous délivrer. Bruxelles est la capitale de l'Europe, donc vous êtes devant un public qui est plutôt favorable à cette idée. Mais quel plaisir de vous entendre parler de manière aussi positive, avec des arguments convaincants sur la nécessité d'un avenir qui se construit avec la construction de l'Europe. Je voulais vraiment vous en remercier en mon nom personnel et j'imagine au nom de toute l'Assemblée. C'est un plaisir et je voulais en profiter pour remercier encore une fois l'accueil que nous a réservé le club de Mérode. Je pense, en tout cas à la Chambre, vous êtes le bienvenu quand vous voulez, parce que des messages comme ça, on en a besoin. En dan in het Nederlands u nogmaals bedanken. U bedanken voor uw boodschap, want zoals u net zei, wij hebben nood aan wat positivisme in deze donkere tijden. In ieder geval heel erg bedankt ook aan u, onze leden. U ook herinneren dat wij een programmatie gaan verder zetten en wij er ook aandacht aan gaan besteden dat wij zoveel mogelijk onze leden kunnen helpen om ook de actualiteit te ontcijferen, te begrijpen. Dat is ook een van onze taken. Meneer Barnier is daar een heel belangrijke persoon in geweest en ik wil hem daarvoor nogmaals heel erg bedanken. Er komt nog een dessert voor degenen die nog tijd hebben, want ik weet dat we een beetje over tijd zijn. Maar als het zo vreselijk razend interessant is, dan is het altijd moeilijk om iemand te vragen om wat korter te zijn. Maar dus voor degenen die tijd hebben, het dessert komt eraan. Dank u wel en ik wens jullie alvast een mooie en prettige weekend.